Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette conférence. Mon osto écolo, un défi à relever. Alors effectivement, la conception des hôpitaux a beaucoup évolué, notamment pour les rendre moins énergivores, mais il y a aussi beaucoup d'autres pistes à explorer, que ce soit en matière de mobilité, en matière de restauration, en matière de blanchisserie, en matière de tri des déchets. Et le CHU de Montpellier s'est particulièrement illustré pour devenir tout à fait exemplaire. Donc je vous propose d'accueillir tout de suite les spécialistes qui vont nous parler de ce sujet. Et donc tout d'abord, Madame Irène Georgescu, qui est professeure des universités à l'Institut Montpellier Management de l'Université de Montpellier. Bonjour Madame. J'accueille également Laetitia Mirjol, qui est directrice en charge de la RSE au CHU de Montpellier. Bonjour Madame. Ainsi que Christophe Jauvenot, qui est directeur des opérations chez BioSafeLight. Bonjour monsieur, je vous invite à prendre place. Et pour animer nos échanges, Nathalie Lamoureux, qui est journaliste au Point. Donc voilà, Nathalie, au cours de cet échange, nous allons relever le défi de l'hosto écolo. Bonjour à tous, merci d'être encore très nombreux. Pour commencer cette table ronde, je vais me tourner sur Irène Georgescu, qui est professeure des universités, spécialiste des risques extrêmes et des établissements et des organisations de santé. Et ma première question est, quels sont les effets des dérèglements climatiques sur les établissements de santé ? Alors merci beaucoup. Les effets sont... Enfin, il y a énormément d'effets. Mais je dirais qu'il y en a vraiment deux actuellement qui sont prégnants. Un premier effet sur la population, puisqu'on observe que, par exemple, dans le cas d'événements climatiques ou de risques climatiques extrêmes, la population peut être, par exemple, dans le cas d'une canicule, en déshydratation, il peut y avoir de l'insuffisance rénale, des insuffisances cardiaques, une augmentation de la violence, des détresses respiratoires. Donc ça conduit l'hôpital à devoir s'adapter et à faire évoluer aussi, je dirais, cette prise en charge par rapport à ce contexte. Et il y a un deuxième effet qui est sur la structure de l'établissement. Lorsque l'établissement est face à un événement climatique extrême, comme par exemple une inondation ou une canicule, comment est-ce que cet établissement fait face ? Donc ça invite finalement aujourd'hui l'établissement à conjuguer deux temps, un temps court et un temps plus long. Un temps court dans le sens où il s'agit de réfléchir à la manière dont on fait face à une crise, à un événement climatique extrême, et un temps un petit peu plus long où il s'agit donc de réfléchir à la manière dont l'hôpital peut diminuer son impact sur l'environnement et s'inscrire pleinement dans la RSE. Justement, vous faites très bien la jonction avec Laetitia Mirjol, qui est directrice de la RSE à l'hôpital au CHU de Montpellier. Alors, Laetitia, quels sont les grands axes de la politique RSE du CHU de Montpellier ? Alors, les grands axes, c'est vrai que le premier axe de notre politique, c'est une politique assez tournée vers l'humain, parce que le CHU de Montpellier a près de 12 000 professionnels. Donc on est le plus gros employeur, bien sûr, de la métropole, de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon, donc de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc c'est vrai qu'on a un impact qui est assez énorme et notre politique sur l'humain et sur la qualité de vie au travail, où on a une cellule dédiée à la DRH vraiment sur ces questions et des enveloppes financières assez importantes aussi pour accompagner ces questions. Après, sur l'humain aussi, on a une politique assez volontariste en lien avec la 3M, avec la métropole de Montpellier, sur la mobilité, pour vraiment encourager nos professionnels en fait, à utiliser des alternatives à l'autosolisme. Donc, c'est les encourager à prendre le vélo ou à covoiturer. Et c'est vrai que ça a un réel impact aussi bien sur nous, nos organisations, mais aussi sur la métropole et sur la circulation dans la métropole. Donc ça, c'est vraiment sur le volet humain. Après, bien sûr, il y a des gros axes sur l'environnement qui sont assez essentiels. C'est que comme on a près de 12 000 salariés
eh ben, il y a aussi beaucoup de patients que nous accueillons avec vraiment beaucoup d'activités et donc des impacts logistiques très importants, aussi bien sur la restauration, où là, notre politique, c'est comment réduire le plastique, parce qu'on est dans des barquettes, on sert les repas dans des barquettes. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on remplace par des barquettes compostables ou est-ce qu'on va remplacer par des assiettes, mais avec toutes les conséquences sur comment on les lave, comment on va pouvoir, qui va les utiliser, comment on va pouvoir les évacuer. Donc ça, c'est vraiment une grosse réflexion aussi sur la restauration, sur comment on cuisine, puisque si vous faites des pâtes fraîches, vous utilisez moins d'eau et moins longtemps, vous faites chauffer moins longtemps. Il y a vraiment des impacts très très concrets au quotidien sur la restauration. Après, on a la blanchisserie aussi. Alors, vous imaginez les tonnes de linge que le CHU lave, donc avec des impacts. Je vous donne vraiment des choses très concrètes sur avoir une lessive éco-responsable. Vu les tonnes de linge que l'on lave, ça a un vrai impact. Ou utiliser des distributeurs automatiques de vêtements qui vont réduire notre masse de vêtements professionnels utilisés. Après, on a 52 filières de tri de déchets au CHU. Plus de 4000 tonnes de déchets annuels, donc un vrai enjeu aussi à vraiment avoir une politique pédagogique auprès de nos professionnels sur mieux trier, comment trier, et à développer des filières. On a mis en place une filière pour le tri du masque, mais on a énormément de filières à développer sur le plastique, être beaucoup plus performant. Et puis après, on a vraiment pas mal de choses aussi sur l'énergie, évidemment, comme vous en doutez. Et donc là, c'est toutes nos constructions neuves, c'est bien sûr aller sur de la réglementation type HQE pour être au plus proche. Aujourd'hui, on a un bâtiment là, qui va se construire sur de la gérontologie. On met des panneaux photovoltaïques. On essaye d'aller vers des bâtiments pas à énergie passive parce qu'on a des bâtiments qui vivent vraiment toute la journée, toute la nuit, toute l'année, mais vraiment vers des bâtiments très performants. Et puis avoir vraiment des politiques de changement d'ampoules par des LED, vraiment d'avoir énormément de choses dans notre quotidien sur tous nos volets d'action tournés vraiment vers le développement durable. Vous disiez l'autre fois que pour l'énergie, c'est un petit peu plus compliqué parce que effectivement, c'est compliqué de diminuer l'énergie en fait des machines. Oui, exactement. Alors déjà, le CHU, on a 300 000 m² de bâtiments. Donc c'est des surfaces assez énormes. On est, comme je vous le disais, ouvert 24 heures sur 24. On n'est pas un bâtiment tertiaire comme une école ou un bâtiment public où à 18 heures, c'est éteint. Pour le week-end, c'est éteint. Les vacances scolaires, c'est éteint. Nous, on fonctionne H24 et vraiment toute l'année. Et on a au CHU une dizaine d'équipements lourds, donc des scanners, des IRM. On a une centaine de lits de réanimation, de soins intensifs où il y a énormément de machines. On a plus de 40 blocs opératoires. Et donc, en fait, de plus en plus performants, ces machines sont de plus en plus performantes et donc plus en plus consommatrices d'énergie. Et c'est vrai que les actions qu'on peut avoir pour réduire, notre consommation d'énergie, avoir des équipements sur le chauffage beaucoup plus performants, etc., sont pas obligatoirement ne compensent pas obligatoirement l'augmentation des demandes ou des besoins de ces équipements très performants. Très bien. À côté de moi, j'ai Christophe Jovenio, qui est directeur de la recherche et du développement chez BioSafeLife. Alors, vous avez mis au point un procédé pour décontaminer les effluents des hôpitaux. Un procédé, en fait, qui, je dirais, s'attaque aux bactéries résistantes. En quoi consiste ce procédé et comment l'avez-vous découvert ? Bien. J'ai découvert ce procédé à l'époque où je dirigeais une société de conception et de réalisation de machines pour les industriels à la fin des années 2000, en discutant avec un ingénieur sud-africain qui m'y a fait penser, honnêtement. Mais le procédé n'était pas du tout développé au point et fonctionnel, et on a mis des années à le rendre efficace et opérationnel.
Alors ce procédé, il peut en effet, une de ses applications, c'est de décontaminer les eaux usées, les effluents, et pourquoi pas des hôpitaux, hein, avec grand plaisir, mais il s'applique également à des tas d'autres applications comme l'industrie, en premier lieu l'industrie agroalimentaire, les eaux de dilution, les eaux de lavage, les eaux de rinçage, etc. Tous les liquides opaques, en fait, d'une façon générale. Voilà, tous les liquides, y compris opaques, s'ils sont transparents, ce n'est que plus facile, mais y compris les liquides opaques et les effluents ne sont pas comme de l'eau claire, ont une transmittance, c'est une grandeur physique hein, très basse, et ont besoin d'être traités par ce procédé-là. Alors notre procédé, en quoi il consiste? On connaît l'effet des ultraviolets sur l'eau, on l'utilise depuis des années pour l'eau des piscines par exemple. C'est très facile parce que l'eau est transparente et la lumière traverse tout le volume et traite instantanément tout le volume. Pour les liquides opaques, c'est une autre histoire. Donc notre procédé qu'on a breveté et mis au point avant consiste à combiner l'exposition à la lumière avec un écoulement mince et turbulent, qui fait que, alors turbulent, ça veut dire que si vous placez une petite particule dans le liquide, au lieu d'avoir une trajectoire linéaire, comme dans un écoulement laminaire, il a une trajectoire tourbillonnante dans tous les sens, comme dans un écoulement turbulent. Et l'effet de ça, c'est que chaque petit volume élémentaire de liquide au cours de son écoulement dans le système va venir à plusieurs reprises au contact d'un tube en quartz qui reçoit la lumière, donc va être traité, décontaminé. Donc c'est grâce à la théorie du chaos finalement que vous réussissez à détruire toutes ces bactéries? Oui, on peut tout à fait dire ça, vous avez raison. Je qualifie le procédé de statistique, puisque c'est une statistique de probabilité de présence dans la zone opérative, mais vous pouvez le qualifier comme ça. Et en fait, votre technologie, elle est efficace contre les bactéries résistantes, les perturbateurs endocriniens Oui, alors... En effet, aujourd'hui, les deux façons connues avant notre procédé pour se débarrasser des germes, les bactéries, les virus et tous les germes qui se reproduisent par division, c'est soit un traitement chimique, ce qui est un peu polluant, soit une thermisation comme la pasteurisation, qu'on ne remet pas en cause. Mais ces deux procédés ont des inconvénients et en effet il y a des bactéries qui sont thermorésistantes, c'est-à-dire que vous les chauffez même à 90 degrés, c'est une journée à la plage en fait, hein, ça ne les détruit pas. Nous, notre procédé les inactive totalement, au même titre que les formes sporulées, au même titre que tous les germes qui se reproduisent par division. D'accord. Si vous me permettez, parce que la raison à ça, c'est que le processus d'inactivation, c'est en fait que l'absorption de l'énergie lumineuse par l'ADN de ces micro-organismes casse certaines liaisons entre les deux principaux brins de l'ADN, les liaisons qui s'appellent thymine notamment. Et ça les rend soit ça les tue, thymine. Ça veut dire quoi? C'est un terme, c'est un nom propre en microbiologie, enfin en biologie, pardon. Là, et c'est un type de. Il y a plusieurs types de liaisons entre ces deux brins d'ADN, et c'en est une catégorie. Hein. Et le fait de casser ces liaisons-là, ça les rend, soit ça les tue, soit celles qui survivent n'en ont que pour quelques heures comme dans leur vie normale, mais sont incapables de se reproduire, donc ça les rend complètement inoffensives. D'accord. Et concrètement, tout ça, c'est une machine qui détruit ces bactéries? Oui, tout à fait. Alors justement, ça, toute la R&D et le développement, dans R&D il y a aussi développement, pas que recherche, a consisté à rendre ce procédé applicable sur un site industriel, sur un site hospitalier, dans une station d'épuration, partout. Donc en effet, c'est un système qui, vu de l'extérieur, a l'air d'un système assez tubulaire, dans lequel il y a des réacteurs, on appelle ça des turbulateurs, dans lequel circule le liquide à traiter autour des sources lumineuses avec une géométrie particulière brevetée qui génère cet écoulement turbulent dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Je me tourne maintenant vers Irène. Irène, vous travaillez sur des cas concrets d'hôpitaux qui ont été victimes de crises météorologiques, climatiques. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il y a plusieurs résultats qui émergent. Je ne serai pas forcément exhaustive, mais pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on procède, on identifie un hôpital qui a vécu donc un risque climatique, enfin un événement climatique majeur, comme par exemple une inondation. On va sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va identifier tout un ensemble d'acteurs qui a été confronté à cette situation.
On va les interroger, on va faire des entretiens semi-directifs et on va, je dirais, répéter l'opération jusqu'au moment d'atteindre ce qu'on appelle le principe de saturation, c'est-à-dire qu'on n'a plus une information nouvelle qui vient par rapport aux questions que l'on se pose. Alors, il faut savoir que chaque cas est très particulier et c'est parfois difficile et délicat de généraliser finalement les résultats. Donc, les résultats que je vais vous proposer ne sont pas des résultats non plus à généraliser, hein, bien évidemment. Mais déjà, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, dans le cas d'une inondation, un hôpital a sa structure inondée, mais très concrètement, ça signifie qu'il y a de l'eau dans les laboratoires, dans les unités, qu'il y a donc des patients aussi qu'il faut sortir, qu'il faut évacuer, que le système d'information ne fonctionne pas, qu'il n'y a parfois même plus d'électricité, et même le générateur de secours ne fonctionne pas non plus. Il n'y a plus d'ascenseur non plus également en marche. Nous observons aussi qu'il n'y a plus de moyens de communication. Donc il est très difficile pendant une période de communiquer avec l'extérieur. Et il n'y a plus d'accès à l'hôpital, puisque parfois, dans un hôpital qui est inondé, on nous dit l'hôpital est dans une île, ou est sur une île. Bon, donc c'est-à-dire que l'accès, aussi bien pour rentrer à l'hôpital, mais que pour sortir de l'hôpital, est particulièrement compliqué. Quand ils sont face à une inondation, ce qu'on observe, c'est que finalement, les professionnels de santé et le personnel administratif ils ont deux grands objectifs. Un premier objectif qui est celui d'évacuer les patients dont l'état de santé le nécessite, et un deuxième objectif qui est plutôt lié au fait de mettre en sécurité les patients qui peuvent rester sur le site. Et comment, donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce que s'organise finalement toute cette ressource humaine et tout ce groupe ? Eh bien, on voit très clairement, et ça c'est assez traditionnel hein, dans les crises et dans la manière de faire face aux crises, qu'il y a l'émergence de leaders qui vont avoir des styles de management peut-être un petit peu directifs, mais en tout cas qui vont coordonner les équipes. Également, il y a l'émergence d'une cellule de crise où nous allons avoir tout un ensemble d'acteurs qui vont se coordonner avec des instances extérieures, des tutelles, comme par exemple l'ARS, pour essayer de voir comment est-ce qu'il s'agit d'évacuer les patients et quel type de patients évacuer. Il y a ensuite la nécessité, et finalement on voit que c'est un élément clé dans la résolution de crise, c'est celle de laisser l'autonomie aux experts, à ceux qui savent. Et on voit particulièrement le rôle très important de la connaissance qu'a le professionnel de santé, que ce soit l'infirmier ou le médecin de son patient. Puisque imaginez lorsque vous êtes dans une situation comme ça, qu'il n'y a pas de système d'information, que l'ordinateur ne fonctionne pas, qu'il n'y a plus de dossier patient, je dirais, médicalisé, informatisé, comment est-ce que je fais pour faire sortir le patient avec les bons médicaments, les bonnes prescriptions, puisqu'il s'agit bien de l'évacuer dans un autre hôpital. Donc c'est bien là vraiment la connaissance qu'a le professionnel de santé du patient, qui a un rôle très important. On voit également l'importance de la création, ou du moins de l'existence de marges de manœuvre, que ce soit des marges de manœuvre humaines, parce que finalement il y a le renforcement des équipes qui vont venir en soutien des professionnels de santé. Par exemple, les administratifs peuvent aider les professionnels de santé à faire évacuer les patients. Et il y a un élément également qui est particulièrement important, et il me semble, mais à nouveau c'est à prendre avec beaucoup de précaution, que tant que les individus n'ont pas vécu cet événement, je dirais la prise de conscience est très délicate. Imaginez que vous n'avez pas de moyens de communication, ou en tout cas que vous n'avez plus les outils traditionnels avec lesquels vous avez l'habitude de travailler et de communiquer avec les tutelles. Eh bien, quand les tutelles vous demandent de nous envoyer un mail pour identifier la liste des patients qui doivent sortir, et que les professionnels de santé expliquent que le mail ne fonctionne pas, que l'informatique ne fonctionne pas, et que les tutelles restent toujours sur la modalité de fonctionnement, eh bien là, on voit qu'il y a un décalage, mais qui est lié finalement à une réalité de terrain. Il y a un décalage qui peut s'opérer dans un temps, et après, bien évidemment, les solutions sont trouvées, entre les gens qui sont à l'extérieur et qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas en fait la situation dans laquelle
l'hôpital se trouve et les gens qui sont vraiment sur le terrain. J'imagine qu'à l'intérieur de l'hôpital, dans ces moments de crise, la crise va souder. Alors, bien évidemment, la crise soude, parce que comme je vous ai dit, il y a 2 grands objectifs. Donc c'est le sens, c'est la création du sens. Il y a une cohésion qui s'effectue et du coup, je dirais que le clivage qu'on entend très souvent entre administratif et professionnel s'efface complètement, puisqu'on a vraiment le soutien des administratifs pour aider les professionnels dans cet événement-là. Et effectivement, oui, c'est une cohésion qui soude. Et la question, par la suite, c'est de savoir comment est-ce qu'on essaye de maintenir cette cohésion. C'est un peu plus compliqué. Le temps fait son œuvre. Et Laetitia, est-ce que vous avez déjà été victime de crise climatique au CHU de Montpellier? Alors, pas encore. Au-delà du climatique, on a eu la crise Covid qui nous a aussi mis en exercice réel sur une crise. Après, sur la crise climatique, l'hôpital en fait se prépare à toutes les crises possibles, que ce soit climatique ou aux risques biochimiques, chimiques. Et donc, en fait, on a de toute façon une culture de l'exercice qui est assez régulière, où voilà, chacun doit savoir. Alors, on a ce qu'on appelle un plan blanc, mais qui, en fait, va se transformer là, en vraiment plan d'exercice de risques et de situations exceptionnelles, et qui, en fait, c'est que chacun sache exactement quoi faire quand un événement arrive. Et donc, ça, on s'y prépare. C'est vraiment des exercices qui existent depuis des années à l'hôpital. Et par exemple, sur le risque climatique plus précisément, il y a en 2018, la métropole a mis à jour, a commencé à mettre à jour son plan de prévention des risques d'inondation et a informé le CHU que le CHU, en risque centennal ou millénal d'une crue centennale ou millénale, était inondé. Et donc, là, branle-bas de combat, on ne peut pas se dire qu'on ne sait pas, même si ce n'est pas encore opposable au CHU, parce que ce n'est pas encore dans le PLU. Mais on ne peut pas dire, enfin voilà, là on est dans plein de principes de précaution, on ne peut pas dire on va construire, on va faire ça, sans prendre en compte ce risque. Et en fait, là, le CHU, si vous êtes montpelliérain, vous le voyez, il y a des énormes travaux en ce moment au CHU qui pénalisent aussi beaucoup l'accès au CHU, mais qui en fait sont des travaux pour nous protéger du risque inondation. Et donc en fait qui finalement font une barrière autour du CHU pour aller vers une protection du CHU sur le risque inondation. Et puis après sur le risque climatique vraiment caniculaire qui nous concerne vraiment beaucoup. En 2019, en juin, il avait fait jusqu'à 50 degrés dans la rue, et à l'hôpital, on avait jusqu'à 35 degrés dans les chambres, 30 degrés au bloc opératoire, parce que nos bâtiments ne sont pas du tout ni isolés, ni préparés à des températures aussi fortes, il n'y a pas de climatisation. Et donc, en fait, c'est comment aussi on gère ce risque. Donc là, nous, c'est vrai que c'est un travail au quotidien. Alors vous, Christophe, vous avez déployé votre technologie dans des hôpitaux en Norvège, un pays qui a mené des études très poussées sur le problème de retraitement des rejets hospitaliers. Que pouvez-vous nous en dire ? En effet, alors, on participe toujours à ces projets avec une société partenaire qui s'appelle Blue Shift, qui est installée à Oslo, et avec l'Institut norvégien de la santé publique et les hôpitaux universitaires. Cette étude, à l'époque, avait pour but, et a pour but toujours, de répondre à 3 questions majeures, à mon sens, qui sont comment diminuer les populations microbiennes dans les eaux rejetées par les hôpitaux, puisque personne n'a envie de retrouver des